Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Et bonsoir à tous les amis, nous sommes ensemble pour les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h. À 19h30, vous allez retrouver Stéphane Soumier comme tous les soirs avec les voix des entrepreneurs. Mais pour l'heure, retrouvons justement les voix de l'environnement. Nous sommes avec Morad Aïtabouche, journaliste, réalisateur de la série documentaire C'est le temps pour la planète. Nous sommes également avec Henri Landès qui est le coprésident de la fondation Landestini. Bon, avec vous tous les deux, bonsoir à vous d'abord. Bonsoir, Henri, Morad. On va parler de la 5G les amis. Beaucoup d'écologistes, vous en êtes peut-être, qui sont contre la 5G, mais Emmanuel Macron est pour. Et justement, tiens, il vous a laissé un petit message cette semaine. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. En revenant à la lampe à huile, les amis. Je ne sais pas si c'est votre genre, ça a dû vous plaire en tout cas. Bon, écoutez, même le génie d'Aladin a pris votre défense contre Emmanuel Macron. Je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Est-ce qu'être anti-5G, c'est être anti-progrès? C'est la question qu'on se posera dans une dizaine de minutes, les amis. On va en débattre, mais tout de suite, on parle du photovoltaïque. Le gouvernement veut-il la peau du photovoltaïque? Bonsoir à vous, Éric Scotto. Bonsoir. Vous êtes le président d'Acuo Énergie. Acuo Énergie, c'est un fournisseur, producteur d'électricité, notamment photovoltaïque. Oui, photovoltaïque, enfin, sur toute la chaîne de la transition énergétique. Sur toute la chaîne, exactement. Donc, pourquoi le gouvernement veut-il la peau du photovoltaïque? C'est parce que normalement, il y a un véritable risque que le tarif d'achat de l'énergie produite par le photovoltaïque soit de moins en moins attractif. Vous le confirmez vous-même? Alors, écoutez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a appris par une fuite hier dans les Échos, c'est que au moment où le gouvernement a présenté un plan de relance, il y a quelques jours, qu'on apprécie tous, on apprend hier que les services de l'État en fait s'apprêtent à remettre en cause les contrats d'achat photovoltaïque, mais les vieux, c'est-à-dire ceux de 2011. Donc, ce qu'il faut comprendre, parce qu'ils estiment que ces tarifs étaient trop généreux et sont trop élevés. Mais on ne peut absolument pas refaire l'histoire. Il ne faut jamais refaire l'histoire. Moi, j'étais là, j'ai commencé en 2003 dans les énergies renouvelables, je fais partie de ces pionniers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 2008 et 2011, à l'époque, donc lorsqu'on a signé ces tarifs avec l'État, ils ont été mis en vigueur en fonction des coûts réels du photovoltaïque de l'époque. Et à l'époque, pour que les gens comprennent bien, lorsqu'on montait un projet photovoltaïque, un panneau valait 10 fois le prix d'un panneau aujourd'hui. Donc certes, le tarif était plus élevé, mais à l'époque, c'était le début. Donc les banques, lorsqu'ils vous prêtaient, ils étaient un petit peu défiants et ça coûtait plus cher. Voilà. Ça coûtait beaucoup plus cher surtout. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de remettre en cause une économie de l'époque qui avait été absolument validée par l'État. Les tarifs n'avaient pas été donnés comme ça, sans faire de calcul. Donc les tarifs étaient en fonction des investissements et des risques qui étaient pris à l'époque. Alors si je me fais l'avocat du diable, Éric Scotto, ou si j'essaie du moins de me faire l'avocat du diable. Si le photovoltaïque coûtait assez cher, très cher, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui à produire il y a 10 ans, ce que vous venez de dire vous-même, il est logique que s'il coûte moins cher aujourd'hui à produire, on en baisse le prix, non ? Alors aujourd'hui, le prix est 10 fois moins cher. Donc ce que s'apprête à faire le gouvernement, c'est pas remettre en cause le prix aujourd'hui. Ça a été déjà fait en 2011. On a déjà fait ça, la filière a déjà fait les frais d'un moratoire qui avait été assez brutal aussi à l'époque, où il y avait eu une baisse rapide de ce prix. Aujourd'hui, le prix est 10 fois moins cher. Et d'ailleurs aujourd'hui, cela fait l'objet d'appels d'offres. Il n'y a plus de contrat d'achat de ce type. Maintenant, c'est le meilleur prix qui gagne dans le cadre des appels d'offres. Il y a des compléments de rémunération. On est 10 fois moins cher aujourd'hui au niveau du photovoltaïque. Qu'est-ce que vous avez à y perdre alors aujourd'hui concrètement? C'est toute la filière qui a à y perdre. Et en plus, c'est vraiment au moment où on doit soutenir des ETI qui s'engagent aux côtés du gouvernement dans cette transition énergétique. Ce qu'on a à y perdre, c'est des pertes de chiffre d'affaires. On ne va pas pouvoir honorer nos engagements vis-à-vis des banques, puisqu'on avait emprunté. Moi, sur certains projets qui sont concernés, j'ai encore 7 et 8 ans
de dettes à rembourser avant de pouvoir commencer à accéder à des dividendes et aux bénéfices de ce risque que j'ai pris avant 2010. On va pas pouvoir honorer nos fournisseurs, payer les sociétés d'exploitation, les gens qui montent sur les toits, qui vont faire la maintenance, les assureurs. C'est une mise en faillite en fait des sociétés de projet, c'est des pertes colossales pour ces ETI qui aujourd'hui doivent toutes être motivées et engagées pour faire face aux nouveaux défis, de la transition énergétique de demain. Je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu énormément parler d'hydrogène récemment. Tout à fait. Il y a un plan hydrogène, on s'en réjouit tous. Hydrogène, peut-être l'avenir, une indépendance pour notre pays en termes de mobilité. Imaginez si on peut produire nos propres carburants à partir de nos énergies renouvelables pour nos voitures, nos véhicules lourds, et ne plus être dépendants de pays à l'autre bout du monde. C'est magique. Simplement, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Donc on va avoir des aides, on va signer des contrats avec des gens qui vont s'engager à nous racheter cet hydrogène un peu plus cher dans les années à venir, parce qu'il faut lancer la filière, il faut démontrer que ça fonctionne et gagner la confiance. Et c'est ce mot-là qui est important pour les industriels et les entrepreneurs, c'est la confiance. Donc au moment où on a besoin de ça et que nous soyons tous motivés autour de cette action, on apprend ça. Pas par hasard. Alors c'est cette fuite. Il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation avec la filière. Le syndicat des énergies renouvelables a appris ça dans la presse. Par les Échos, dans la presse. Donc vous imaginez dans quel état les ETI, les petites les entreprises de taille intermédiaire. Je rappelle juste le sigle ETI. Effectivement, bon, vous avez appris ça avec stupeur. Après, il n'y a rien qui est acté. Ce que dit l'article des Échos, c'est que le gouvernement envisagerait l'exécutif envisagerait de renégocier à la baisse les tarifs d'achat garantis par EDF pour la production d'énergie photovoltaïque. Vous parliez de la confiance, notamment vous expliquiez à l'instant pour notamment l'hydrogène qui n'est pas encore lancé, qui n'est pas mature, la confiance qu'il faut inspirer aux fournisseurs par exemple ou aux entreprises. Le photovoltaïque, ma question en fait c'est le photovoltaïque existe évidemment depuis plus de 10 ans largement. Est-ce que la confiance vous l'avez gagnée auprès des autres entreprises? Ça fonctionne. Le photovoltaïque et la ressource solaire est la ressource la plus disponible sur cette planète. On a pu démontrer la fiabilité du matériel. Ces technologies sont de plus en plus matures chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est la base. C'est la base de la production énergétique. On bat tous les records au niveau mondial avec le photovoltaïque. Encore un record a été battu il y a 2 semaines au Portugal avec le prix du kilowattheure le moins cher au monde. Moins de 1,2 centimes d'euros du kilowattheure. C'est pour vous donner un exemple, le nucléaire nouveau pour être compétitif doit être 10 fois supérieur. Alors on va pas comparer, c'est pas du tout la même chose, ça marche pas au même moment. C'est pas le même principe, mais voilà. C'est pas du tout le même principe. Donc il faut pas opposer le nucléaire et l'énergie renouvelable. Ce qu'il faut surtout, c'est montrer que les énergies renouvelables progressent. Ça peut être complémentaire. Et c'est complémentaire en France où ça existe et ailleurs où on n'a pas de nucléaire. Écoutez, les énergies renouvelables doivent se développer plus rapidement pour répondre à la demande. Donc ce qui est fondamental, c'est ça. La confiance, c'est clé. C'est-à-dire que 6 mois demain, on a fait un projet là de 16 stations hydrogène en Île-de-France. On a trouvé les clients. Ça, c'est l'hydrogène. On a trouvé des clients. Ils vont s'engager à payer un petit peu plus cher leur hydrogène. Imaginez si dans 5 ans, ils reviennent me voir en disant... Et si on changeait la règle du jeu, effectivement, et du coup, tout leur investissement, tout ce qu'ils auraient pu dépenser, eh bien, ils l'auraient fait selon des règles du jeu qui seraient même plus valables. Ça aurait été Ou si vous allez acheter une voiture aujourd'hui, et dans 2 ans, vous allez aller voir votre concessionnaire, vous allez dire, écoutez, j'aimerais bien que vous me remboursiez, parce qu'aujourd'hui, votre voiture, elle coûte moins cher. Ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que, comme il n'y avait pas de concertation préalable, que c'est juste, c'est pour cela que honnêtement, je ne doute pas, en tout cas, que des arbitrages n'aient pas été faits, puisque on parle pour l'instant complètement clair, voilà. On est encore au conditionnel. Mais en tout cas, vous allez faire pression, et vous allez faire pression notamment auprès du gouvernement. Je suis certain que le gouvernement ne pourra pas valider cette proposition, en tout cas, je l'espère. Vous allez vous faire entendre, je reformule. Voilà. Et que l'administration, si vous voulez, parce que si c'était validé, ce serait absolument catastrophique. Donc moi, j'espère que le gouvernement confirmera sa volonté qu'il a affirmé ces derniers jours d'accélérer la transition énergétique. Nous sommes à ses côtés pour y arriver, et que la ministre, à la fois Barbara Pompili et le ministre de l'économie,
Bruno Le Maire, puisque c'est des arbitrages qui ont été faits à Bercy, ne prendront pas cette qu'ils ont dit décision. ces dernières semaines. Voilà. Merci beaucoup, Éric Scotto. Merci beaucoup. Président d'Accio Énergie, merci d'être intervenu sur Sud Radio en quelques instants. Morad Aïtabouche. Le coup de gueule d'Éric Scotto est parfaitement légitime, dans la mesure. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, parce qu'on oublie aussi que ces entreprises ont investi dans la recherche et le développement. Si aujourd'hui on parle d'un coût sur le kilowatt qui baisse, c'est aussi parce qu'ils ont des ingénieurs qui travaillent, qu'ils investissent eux-mêmes dans cette recherche. Et c'est important de le préciser. Et moi, j'aimerais quand même faire un coup de chapeau à tous ces entrepreneurs, qui ont investi à une époque où c'était courageux. C'était risqué. Ouais, c'était risqué. Et c'est bien aussi qu'à l'époque, et j'espère que EDF va continuer, parce que c'est courageux de dire on va soutenir cette filière. C'est important. Henri Landès, en quelques mots. Oui, est-ce que quand on a investi dans le nucléaire, il y a eu une remise en question du montage financier qui leur avait permis d'investir dans ces centrales quelques années après que ça avait été lancé? Non, c'est vrai que c'était une autre époque, effectivement. Après, il peut y avoir aussi des coûts qui évoluent dans le nucléaire. Par exemple, quand vous avez un accident, vous remontez les normes de sécurité, vous faites davantage de contrôle et ça finit par coûter beaucoup plus cher. En tout cas, restez avec nous, Henri Landès et Morad Aïtabouche. Dans quelques instants, on se retrouve sur Sud Radio. On va en parler de votre lampe à huile à tous les deux, justement. Est-ce que vous êtes contre le progrès, vous qui n'êtes pas des grands fans de la 5G? Tout de suite sur Sud Radio. Les voix de l'environnement et les voix de la lampe à huile ce soir. Morad Aïtabouche qui est avec nous, réalisateur de la série Ça le temps pour la planète. Henri Landès également en direct avec nous sur Sud Radio, coprésident de la Fondation Landestini. Pourquoi parlais-je de la lampe à huile? C'était ce petit mot assez méchant qui visait plutôt les écologistes et qui visait plus généralement les opposants à la 5G. C'est signé Emmanuel Macron. On ne peut pas comme ça lutter contre la complexité du monde en revenant à la lampe à huile, en étant contre le progrès. Il a même parlé de modèle Amish. Les Amish, alors on va peut-être demander à notre franco-américain Henri Landès de nous expliquer ce que sont que les Amish. C'est une population une certaine frange religieuse qui vivent de manière extrêmement sobre aux États-Unis, notamment en Pennsylvanie. Et donc, c'est un petit peu une rhétorique par le président de la République pour laquelle je suis pas très favorable parce que c'est une exagération. C'est une exagération. Déjà, ça remet encore une fois cette idée dans le débat public qui est que le progrès, c'est forcément technologique, ce qui est pas vrai. Il y a de la technologie qui est du progrès, il y a de l'innovation sociale, il y a juste des modes de vie qui sont un progrès, qui n'ont pas à voir avec la technologie. Donc ensuite, nous on vit pas avec la lampe à l'huile et pourtant j'essaie d'être le plus éco-responsable possible et c'est le cas. On est de plus en plus. Ce qu'il faut faire, c'est se dire est-ce que je peux être plus sobre aujourd'hui en consommation énergétique et est-ce que je peux être aussi sobre dans ma consommation de données et de réseaux. Il faut absolument déployer de la technologie qui permet aux gens d'être connectés partout. On a un gros problème d'inégalité, de fracture numérique. Elle se réduit, mais elle existe toujours. Mais il y a quand même une vulnérabilité d'une petite partie de la population aux ondes et c'est intéressant de savoir aussi se déconnecter des écrans et se déconnecter de la technologie pour aussi bénéficier de la nature et bénéficier d'autres choses, notamment le contact humain. Mais est-ce que dans ces cas-là, la conclusion, Henri, que vous en tirez, c'est qu'on a déjà la 4G qui fonctionne très bien, on n'a pas besoin de la 5G qui nous permettra de nous connecter beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin et à davantage de moments? Oui, dans certains territoires, il n'y en a pas besoin. Dans certains territoires, vous pensez qu'il n'y en a pas besoin? Non, dans certains territoires, il n'y en a pas besoin. Dans d'autres, il y en a un besoin, c'est sûr. Il faut veiller à ce que les territoires permettent aux gens d'exercer les activités dont ils ont besoin et qui leur permettent de s'épanouir et de travailler. On a un gros problème de métropolisation de l'économie. On n'a pas suffisamment d'emplois dans les territoires ruraux et c'est vrai que le télétravail, même s'il faut le faire de manière raisonnable et comprendre les bienfaits et les risques, il faut pouvoir faire ça de plus en plus. Justement, si je reprends cet exemple que vous nous donnez, Henri Landès, prenons la 5G. Connexion beaucoup plus puissante si on la donne notamment à des particuliers. Aujourd'hui, imaginons que vous soyez à la campagne, vous avez besoin de télétravailler, vous n'avez pas forcément le Wi-Fi ou une prise Internet. Vous pouvez difficilement envoyer des mails, envoyer des gros documents, des vidéos avec la 3G ou la 4G. C'est pas évident quand même.
Non, c'est sûr. Après, nous, on a des boîtes 4G, ça fonctionne très bien. Mon problème, c'est plutôt quand je suis en Edge. Et ça, c'est très souvent. Et c'est ça, parce qu'il n'y a pas assez de réseau, effectivement. Ça arrive dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de zones où Sud Radio émet. D'ailleurs, Morad. Les maires, les élus qui demandent un moratoire sur la 5G ne sont pas tous des amis, ne sont pas tous des décroissants, ne sont pas tous des gens qui vivent quasiment au Moyen-Âge. Je suis un petit peu caricatural par rapport aux amis. C'était Emmanuel Macron qui l'était lui-même. Mais bien sûr. Et en fait, d'une lampe d'Aladin, on peut sortir des idées absolument géniales. Non, mais surtout à propos de ce moratoire, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ces élus disent? Ils disent finalement, on a besoin d'attendre un tout petit peu pour essayer d'imaginer les conséquences sur la santé, sur l'environnement. Pourquoi on a besoin de ce temps? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va être des rats de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va voir en temps réel ce que la 5G va provoquer chez vous, chez n'importe quel Français qui va disposer d'un terminal 5G. Après, moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'on va devoir, avec la 5G, pardon Jean-Marie, mais on va devoir changer tous de smartphone. C'est-à-dire que mon smartphone, mon téléphone portable, qui est formidable, je ne dirais pas la marque, mais il est formidable. Mais il ne pourra pas capter la 5G. Ça veut dire que ça, je vais le jeter à la poubelle. Il vous tient combien de temps? Tous les combien vous changez de portable, Morad? Alors, avant, je le changeais un peu plus régulièrement. Celui-ci, ça fait 8 mois que je l'ai. Mais pour une simple et bonne raison, et c'est vrai aussi qu'on est un peu incité de plus en plus régulièrement à acheter un nouveau portable parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Et puis on s'en sert beaucoup plus. 110% aujourd'hui, les Français, l'équipement en portable des Français, c'est 110 ou 120%. Et revenons à la 5G. Vous disiez justement, et c'est vrai, c'est ce que demandent notamment certains maires écologistes, c'est ce que demande le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, c'est ce que demande le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il faut un moratoire. Un moratoire, ça ne veut pas dire on refuse l'installation de la 5G. On attend de savoir s'il y a des conséquences sur la santé. Mais quand on a inventé le moteur à explosion, on n'a pas attendu de voir si ça polluait. On n'a pas attendu de voir, quand on a inventé le diesel, s'il y avait des particules fines. Ça a toujours été comme ça. Sinon, on n'avance pas. Très franchement, je vais reprendre une jolie phrase un peu provocatrice du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui avait dit finalement la 5G, ça nous permettra de regarder des films porno en HD sur son smartphone et dans un ascenseur. Très franchement, je veux dire, le moteur à explosion, c'était une vraie révolution. Là, on est dans une évolution. Voilà. La nuance, elle est quand même de taille, c'est-à-dire que de passer de la 4G à la 5G, sur la fracture numérique dont on parlait tout à l'heure, moi, je préférais qu'on investisse dans les campagnes, dans toutes les zones rurales où il n'y a pas encore aujourd'hui la 4G. Ce que je dis toujours, il y a même parfois que la 3G, ce que je dis toujours, le continent africain n'avait pas le téléphone fixe. Il faut savoir que des producteurs de cacao, producteurs de café, étaient souvent lésés. Lésés par qui? Par les grossistes qui leur achetaient leur café et le cacao sans leur dire quel était le prix réel sur le cours de la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où sont arrivés les téléphones portables, où est arrivée la 3G, la 4G? Du jour au lendemain, tous ces petits producteurs ont eu accès directement à la bourse, ils ont cours de vendu cacao leur et de la cacao café. plus cher, ils ont arrêté de se faire rouler. Mais donc pourquoi la 5G ne changerait pas tout? Pourquoi la 5G ne changerait pas tout? Je ne dis pas ça. Je dis qu'effectivement, sur la télémédecine, il y a des secteurs pour lesquels, évidemment, la 5G va être un progrès considérable. Mais attention, j'ai dit évolution et pas révolution. Donc pas pour tout le monde. Je dis de la même manière, pas pour les smartphones. Et je dis de la même manière que la technologie, le progrès de technologie, c'est pas forcément le progrès. Le progrès, c'est l'homme qui est au cœur de l'avancée technologique. Est-ce que ça va nous servir d'avoir de la 5G ou est-ce qu'on sera content d'avoir de la 4G? Très franchement, moi je le dis et je suis pas du tout hostile au progrès, bien au contraire. Je dis juste qu'à un moment, il faut peut-être un peu de temps sur ce type de révolution, d'évolution, pardon, qui ne sont pas révolutionnaires. À l'image, puisque nous sommes en direct sur Facebook Live et en vidéo sur YouTube aussi. Henri Landès, vous allez bien finir par casser votre portable, même si vous êtes économe et vous n'aimez pas gaspiller. Est-ce que vous refuserez d'acheter un portable qui capte la 5G? Non, je refuserais d'acheter un nouveau portable. C'est le cas depuis 3 ans. Je n'achète plus de nouveaux portables, je prends que des occasions. D'ailleurs, mon portable a cassé la semaine dernière et j'en ai pris un que j'avais en rab. Et en fait, ce que je déplore, c'est juste qu'on n'a pas besoin de subir cette volonté des entreprises de toujours faire des chiffres d'affaires en mettant sur le marché un nouveau produit qui a un tout petit peu plus de fonctionnalités
fonctionnalités que celui qui précédait et de juste continuer dans cet engrenage. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de puiser les ressources naturelles. Donc, arrêtons de toujours produire des nouveaux téléphones. On est déjà suffisamment connectés. Il y a déjà suffisamment de téléphones portables qui ont été produits dans le monde pour que tout le monde en ait. Donc, arrêtons de toujours se dire, il faut toujours être encore plus performant sur le plan de la vitesse de la connexion. Juste permettons à tout le monde d'être connecté avec une vitesse raisonnable, ce qui nous permet de faire ce qui... Oui, bon, sans même parler d'équité, juste, il y a plein de territoires ruraux qui souffrent du fait de ne pas avoir de connexion. Donc, apportons déjà la 4G dans ces territoires-là. Et là, vous avez vu que Morad Haïtabouche n'était pas à la campagne, parce qu'il a dit, il y a même, il paraît, des villes qui n'ont pas la 4G. Je vous assure, Morad, il y en a même qui n'ont pas la 3G. Hein. Je vous emmène en week-end chez moi. J'ai l'impression, Jean-Marie, que parfois vous nous prenez pour des néandertaliens, sous prétexte qu'on a envie juste d'un peu plus de résilience et d'éviter de se laisser abuser par le discours formidable des gens du marketing. Ouais, je vous parlais du Edge. Le Edge, c'est cette espèce de symbole épouvantable avec un E sur votre portable. Ça, c'est quand vous captez rien, que vous ne pouvez rien charger. Et ça tombe toujours quand vous en avez le plus besoin, les amis. C'est pour ça que peut-être que demain, vous allez vous convertir à la 5G quand vous allez la découvrir. Qui sait? Et pas seulement pour des films pornographiques, comme disait le maire de Grenoble, Éric Piolle. Merci en tout cas d'être intervenu ce soir à nos deux voix de l'environnement. Merci à vous, Morad Haïtabouche, réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Merci à vous également, Henri Landès, coprésident de la fondation Landestini. La suite de votre soirée, eh bien, avec les vraies voix qui font bouger la France, vous allez retrouver dans un instant Stéphane Soumier en compagnie de ses deux invités, Aziz Seni qui est entrepreneur et Patrick Bertrand qui lui est investisseur. Ce sera jusqu'à 20h. Tout de suite sur Sud Radio.